Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. À nouveau une pile assez importante cette semaine, assez lourde à porter et moins lourde peut-être à lire parce que ce sont des livres qui tous à leur manière m'ont intéressé, m'ont accompagné durant la semaine et donc je vais simplement en parler des livres qui sont en cours de lecture, ceux qui sont terminés, ceux qui sont à peine commencés ou là peut-être qu'on en parlera un peu moins longtemps pour justement les garder pour la bonne bouche un peu plus tard quand je les aurai un peu plus avancés. Alors parmi les livres de la semaine, il y en a donc, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a bel et bien 6. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par l'un des livres que j'ai terminé cette semaine, même si c'est une lecture qui va se poursuivre. Ce sont les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, le seul livre écrit par une femme, si je ne me trompe pas, oui, le seul livre écrit par une femme parmi ces livres-là, et évidemment il est extrêmement important qu'il s'agisse d'une femme dans le cas de Simone de Beauvoir, autrice du deuxième sexe, et Mémoire d'une jeune fille rangée, ce rang de femme, cette assignation à ce que l'on pose comme étant la femme avec le grand F, ça va marquer la jeunesse de Simone de Beauvoir dans ses mémoires qui se poursuivent. Je lirai la suite plus tard. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là où on passe de l'enfance à l'adolescence, puis à la jeunesse, avec petit à petit des prises de conscience, une distance qui se crée par rapport à son milieu social, bourgeois, conservateur, catholique, qui petit à petit la pousse vers un monde plus ouvert, le monde estudiantin parisien, qu'elle décrit avec beaucoup de ferveur et où enfin elle rencontre des gens avec qui un dialogue semble possible vers la fin du livre. Et puis il y a toute sa vie intérieure qui est extrêmement présente. Et les livres aussi. Lisons justement un passage où il est question des livres. Ils ne me déçurent pas. Je fus déconcerté, ébloui, transporté. À part les rares exceptions que j'ai signalées, je tenais les œuvres littéraires pour des monuments que j'explorais avec plus ou moins d'intérêt, que parfois j'admirais mais qui ne me concernaient pas. Soudain, des hommes de chair et d'os me parlaient de bouche à oreille, d'eux-mêmes et de moi. Ils exprimaient des aspirations, des révoltes que je n'avais pas su me formuler mais que je reconnaissais. J'écumais Sainte-Geneviève, je lisais Gide, Claudel, Jams, la tête en feu, les tempes battantes, étouffant d'émotion. J'épuisais la bibliothèque de Jacques. Je m'abonnais à la maison des amis des livres où trônait en longue robe de bure grise Adrienne Monnier. J'étais si goulu que je ne me contentais pas des 2 volumes auxquels j'avais droit. J'en enfouissais clandestinement plus d'une demi-douzaine dans ma serviette. La difficulté était de les remettre ensuite dans leurs rayons, et je crains bien de ne pas les avoir tous restitués. Quand il faisait beau, j'allais lire au Luxembourg dans le soleil. Je marchais exalté autour du bassin en me répétant des phrases qui me plaisaient. Souvent, je m'installais dans la salle de travail de l'Institut catholique qui m'offrait à quelques pas de chez nous un silencieux asile. C'est là, assise devant un pupitre noir parmi de pieux étudiants et des séminaristes aux longues jupes, que je lus, les larmes aux yeux, le roman que Jacques aimait entre tous et qui s'appelait non le Grand Maule, mais le Grand Maune. Et cette découverte de la lecture liée à Jacques, qui est l'amour de jeunesse
Simone de Beauvoir, du moins un cousin dont on pressent qu'elle pourrait l'épouser et dont elle croit qu'elle est peut-être amoureuse. Tout ça est assez ambigu, mais qui la décevra, comme beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être un peu moins, la décevront. Et puis il y a quand même les amitiés fortes, celle de Zaza, et puis petit à petit d'autres hommes qui entrent dans la vie de Simone de Beauvoir. Et il y en a un qu'on attend évidemment, et qui reste un personnage tout à fait secondaire de ces mémoires d'une jeune fille rangée, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, présenté comme une sorte d'esprit au-dessus de tous les autres. Mais pour l'instant, on reste au seuil de cette rencontre-là. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ces mémoires d'une jeune fille rangée, mais pas tant que ça, dérangée peut-être déjà un peu dans ce livre. Elle va en tout cas s'émanciper petit à petit. Et je trouve qu'on peut faire pas mal de liens entre ce livre-là et puis un autre livre que je lis. Alors là, je ne l'ai pas terminé et j'en suis même encore au début. La maison vide de Laurent Mauvigné, ce livre tout récent qui a obtenu le Goncourt en 2025 et qui explore cette maison vide, maison familiale, maison où certains ancêtres ont vécu, et notamment dans la première partie du livre, on explore la vie d'une certaine Marie-Ernestine. Et cette Marie-Ernestine va être un peu le personnage de la famille qui aura la plus grande ambition déçue parce qu'on est dans un milieu modeste, milieu paysan, qui, comme le milieu d'où vient Simone de Beauvoir, milieu beaucoup plus bourgeois et beaucoup plus urbain que le milieu des Proust, car c'est le nom de famille de ses ancêtres, de Laurent Mauvigné, des Proust qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Proust célèbre qui pourtant vit à la même époque. Et cette Marie-Ernestine, elle est élevée dans un institut catholique par des bonnes sœurs, un peu comme Simone de Beauvoir. Alors, c'est pas tout à fait des bonnes sœurs chez Simone de Beauvoir, ça s'appelle l'institut, je ne suis pas sûr si c'est le mot institut, Adeline Désir, si je ne me trompe pas, de mémoire, mais qui est aussi basé sur des valeurs extrêmement rigides. Et elle est très forte, cette Marie-Ernestine, dans ce milieu-là, mais une rencontre va la perturber, celle d'un professeur de piano, la rencontre du piano, et c'est du piano décrit dans la maison vide que découle l'histoire qu'on nous raconte. Est-elle vraie? N'est-elle pas vraie? Est-elle extrapolée par Laurent Mauvigné? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce professeur de piano va troubler la jeune fille. Et tout ceci est raconté avec une très très grande finesse. Et puis ce professeur de piano va, et ça aussi c'est quelque chose qui relie les deux livres dont j'ai parlé pour l'instant, ce professeur de piano va offrir des livres à Marie-Ernestine, des livres très différents de ceux qu'on lit chez les bonnes sœurs, notamment les livres d'un certain Maupassant et d'un certain Zola. Voilà, un petit passage aussi sur la lecture, puisqu'on est ici dans un journal de lecture. Déjà en le feuilleton, il s'agissait du Horla de Maupassant, Marie-Ernestine se demande si tout ça n'est pas un peu dérangeant. Et lorsqu'il lui tend le volume de Maupassant, elle redoute que leurs mains s'approchent trop près l'une de l'autre. Elle touche la couverture en toile grise, elle sent qu'il ne faudrait pas, que ce livre fait
peut-être partie de ceux dont, au couvent, on nous prévient qu'ils sont des objets plus pernicieux que des mauvais conseils et des mauvaises rencontres, car ces ouvrages se croient fondés à juger les turpitudes de nos contemporains, alors qu'en vérité ils nous incitent à nous complaire dans les spectacles dégradants de la vie mondaine, ou de la vie moderne plutôt que mondaine, mais peut-être aussi de la vie moderne. Pour autant, elle commence la lecture dès qu'elle s'installe dans le coupé qui l'attend sur le trottoir de la rue Montaigne. Elle n'entend pas les pavés sous les roues par le fouet qui claque, pas le fouet qui claque, ni les voix ou la voix éraillée de ce bon vieil hégésippe qui vient tous les samedis chercher la demoiselle au couvent pour l'emmener au cours de piano. Ce matin, quand elle revient avec son premier livre dans la main, Hégésippe peut se raconter que la petite boule d'or de Firmin est décidément une élève bien studieuse. Il peut s'imaginer qu'elle plonge ses yeux dans son missel et qu'elle lit les évangiles avant de retrouver le couvent et les prie-dieu. Il peut accélérer la cadence parce qu'il pense que nous sommes en retard et que la leçon de piano a duré plus longtemps que d'habitude. Dans son dos, une jeune fille inoffensive est en train de mettre le feu au monde auquel elle a donné toute sa vie depuis bientôt 8 ans. Malheureusement, le feu va être éteint un peu brusquement parce que il n'est pas question qu'elle épouse ce professeur de piano qui de toute façon est un homme marié, même si visiblement il est tenté. Mais voilà, il y a un certain Jules qui est le héros de la famille qu'on nous présente, qui va se pointer. Et puis, en gros, on apprend, c'est exactement l'endroit où j'en suis resté, que Marie-Ernestine va épouser ce Jules. On lui offre un piano ce jour-là, elle est heureuse, mais elle ne sait pas tout. Voilà ce que je viens de lire, que je vais relire, c'est-à-dire vraiment dans le chapitre 17, où j'en étais resté. Il faut trouver, ce qui est assez difficile dans Laurent Mauvigny, il faut trouver un début de phrase, parce que les phrases sont très longues. Il y a quelque chose de Proust, justement, puisque c'est le nom de cette famille. Pas si vite, pas si vite. Et il la laisse s'installer et s'asseoir devant le piano. Mais elle éclate en sanglots et soudain se met à rire. Non, elle ne peut pas jouer maintenant, elle ne peut pas encore y toucher, ni même poser ses doigts. Elle le fera plus tard, tout à l'heure, quand elle sera remise de ses émotions. Et son père, oui ma chérie, viens, on va fêter ton retour en buvant un verre. Et puisque tout le monde m'a fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour ce jour important, alors buvons, trinquons maintenant que ma chère petite boule d'or rentre à la maison, maintenant que chaque jour elle pourra nous faire profiter de son art, n'est-ce pas, tante Caroline? Elle pourra tous les jours nous faire profiter de la grande musique, puisqu'il paraît qu'elle est si douée. Et alors, je porte un toast. Il prend un verre, le lève, donc il s'agit du père, Firmin, le père de Boule d'Or ou Marie-Ernestine. Il prend un verre, le lève bien haut au-dessus de sa tête, sa vilaine bouche s'ouvre très grand. On voit ses dents, ses joues écarlates à cause du vin et on se doute qu'il a déjà bu un peu, quelques verres. Et le voilà qui s'élance sur les joies de la vie, qu'il regarde sa fille en racontant à tous comment, pendant son enfance, on avait connu plusieurs fois de terribles nuits à craindre pour sa vie. Et maintenant, Dieu en fait une grande musicienne pour réjouir nos vieux jours, car c'est ici qu'elle vivra aux côtés de nous et de ce cher Jules. Si bon travailleur et si débrouillard, ce Jules, car Jules. Puis là, enfin, le paragraphe s'arrête, mais la phrase pas. Jules, tu vas épouser Jules. Elle s'y attend absolument pas. Dit-il après un temps, ajoutant d'un ton satisfait. Tu vas l'épouser et tu seras bien heureuse, ma petite boule d'or. Car que faut-il de plus à une femme intelligente qu'un mari débrouillard? Que te faudrait-il donc de plus à toi pour être une femme heureuse? Évidemment, cette place des femmes que dénoncera Simone de Beauvoir, cette place de Marie-Ernestine, c'est
aussi quelque chose d'assez terrible dans la société de cette fin de 19e siècle ou de début du 20e siècle, où se passe le début en tout cas de cette maison vide de Laurent Mauvigné. Alors justement, pour poursuivre, comment poursuivre dans la suite des livres que j'ai lus, je vais parler au fond d'un livre qu'on pourrait relier. Je parlais de la place des femmes dans les 2 livres précédents, mais peut-être aussi plus généralement, comment faire humanité alors qu'il y a des dominants et des dominés, et quelle place pour l'universel dans tout cela. Et j'ai lu cette semaine Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité de Souleymane Bachir Diagne, un auteur sénégalais, si je ne me trompe pas. En tout cas, il cite beaucoup Léopold Sédar Senghor. Et il incarne une pensée africaine qui tente de penser l'universel à l'heure même où celui-ci est à la fois contesté, mais contesté peut-être parce qu'il n'est pas assez ou pas vraiment universel. L'universel présenté comme étant européen, comme étant même français, bien souvent. Et la question d'une pensée qui englobe l'humanité entière, mais sans qu'il y ait un universel venant d'en haut vers ceux qui seraient en bas, un universel blanc qui s'imposerait aux gens de couleur, un universel masculin qui s'imposerait aux femmes, un universel, etc. Enfin, on peut multiplier les catégories. Eh bien, ça, c'est une question extrêmement compliquée, et aujourd'hui au cœur des débats. Alors, il y a notamment, il parle à certains endroits du mot qu'on emploie aujourd'hui, ce fameux mot woke, qui pose tant de problèmes. Décoloniser, écrit-il au début du livre, pour fonder l'humanisme universel. Donc il part de la décolonisation. Voilà un propos qu'il faut penser aujourd'hui dans une période où nous sommes tellement divisés par nos identitarismes en de véritables tribus, aussi un terme qu'il emploie, passer de la tribu à l'humanité, alors qu'on est tous encore attachés à des tribus multiples et variées, mais à des tribus quand même. Donc, en de véritables tribus que nous ne mettons pas les mêmes dénotations sous les mêmes mots. En particulier, ceux nouveaux dont l'emploi indique nos appartenances plus qu'ils ne sont échangés comme éléments d'une argumentation dans le cadre d'un dialogue, quand l'agora n'est plus que l'espace de performance identitariste, le sens lui-même se brise en fragments. Et évidemment, on vit vraiment dans un monde où les identités sont en lutte. On le constate avec la querelle du wokisme, qui prend souvent les allures d'une guerre picrocoline, dans l'oubli que l'exigence de rester vigilant, woke, donc en anglais, signifiait pour Martin Luther King, lorsqu'il employait le mot, l'impératif d'être attentif à toutes les victimisations de l'humain pour les combattre au nom de l'humain. Cet appel à la vigilance dans la théorie et dans la pratique est le même que celui qu'avait lancé Frantz Fanon. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Le sens étant celui-là, il va à contresens de la manière dont on construit aujourd'hui des campagnes identitaires sous la forme de croisades contre le wokisme. Wokisme entre guillemets. C'est une réalité aujourd'hui. Des partis de la droite extrême construisent leur audience auprès d'un électorat auquel ils serinent que la politique est désormais une guerre culturelle, voire tribale, en agitant entre autres épouvantail d'un wokisme censuré
censé induire dans le champ académique des programmes qui, eux, n'ont rien d'académique et tout du militantisme. Alors, il y a une critique de ce mot wokisme qui ne décrit pas tout à fait une réalité, mais en même temps qui peut-être pointe quand même maladroitement et pour de mauvaises raisons certains problèmes. C'est-à-dire qu'on se replie sur une seule identité et sur l'identité d'une tribu, mais la question de l'universalisme, ça se construit. Et c'est, je crois, ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que l'universel n'est pas donné d'emblée. Il se construit, et il se construit avec tout le monde, et pas depuis un lieu, mais depuis partout. Il est pluriel, en fait. On devrait parler des universels et non de l'universel. Et il critique donc la vision européenne de cet universel. Il essaye d'en poser des bases nouvelles, à partir d'auteurs comme Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire, par exemple. Et allons lire un peu plus loin, ou vers la fin du livre, ce qu'il écrit, avec notamment cette notion qu'il va chercher en Afrique du Sud, celle d'Ubuntu. Et Ubuntu, c'est notamment utilisé par Nelson Mandela. Ce sont des moyens d'humanité qu'exprime Ubuntu. Devenu un concept philosophico-politique, il a donné un contenu philosophique, en effet, au but politique d'une démocratie non raciale. Un mot n'exprime pas spontanément une philosophie, il doit être construit comme concept. C'est ce qu'ont fait Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu, en le mettant au service d'un idéal de justice transitionnelle inscrit comme tel aujourd'hui dans la Constitution de l'Afrique du Sud, même si le mot lui-même ne figure pas dans la version définitive de la loi fondamentale. L'Ubuntu était destiné à tourner les pages sombres de l'apartheid. Comme son nom l'indique, l'apartheid était une idéologie de séparation tribale fondée sur l'idée que les cultures humaines sont des essences qui doivent se développer le long de trajectoires séparées, spécifiques, mais ne peuvent et ne doivent pas se mélanger. Mais la victoire contre l'apartheid aurait également pu s'avérer être la victoire d'un autre tribalisme, si elle avait été comprise comme le moment de la vengeance contre la tribu africanaire. Nelson Mandela a compris que l'alternative se situe entre une idéologie des tribus, de la séparation des humanités d'une part, et une politique de l'humanité d'autre part, ce qui signifie à la fois qu'elle est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée, à poursuivre en permanence. À poursuivre en permanence car le nouvel apartheid est maintenant l'inégalité économique et sociale qui justifie les impatiences de la jeunesse sud-africaine aujourd'hui et son scepticisme lorsque l'on parle d'Ubuntu. Mais l'inégalité signifie le besoin de plus d'Ubuntu. Il entre dans sa définition aussi d'être un mouvement continu de réparation de la déchirure du tissu social qu'est le creusement des inégalités. Dans une première phase, il était urgent que la fin de l'apartheid ne se traduisit pas par un cycle de vengeance et de violence dans la communauté, mais qu'elle prit le chemin vers un monde nouveau à construire ensemble. Et voilà la voie étroite. Construire ensemble un monde nouveau qui crée de l'universel en permanence à partir de l'humanité entière. L'humanité par les moyens d'humanité. Alors évidemment, aujourd'hui on est un peu pessimiste. Cet universel est battu en brèche. Il y a des pages aussi sur l'Organisation des Nations Unies, par exemple, les droits de l'homme, tout ça qui semble aujourd'hui en train de s'effondrer. Mais il faut garder cette idée-là, je crois. Vraiment, que
l'idée d'universel, mais d'un universel qui ne tombe pas dans le piège des tribus qui le composent. Mais parlons d'autres livres. Je vais poser ceci ici. Alors, un livre que j'ai lu cette semaine aussi, c'est La cuisine des ogres, 3 fois morte. Alors là aussi, on a des dominateurs et des dominés. Évidemment, on entre dans quelque chose de beaucoup plus fictionnel. Des enfants qui sont capturés, et qui se retrouvent dans un lieu où des ogres cuisinent et où on jette les enfants, parce qu'évidemment les ogres mangent les enfants, dans une espèce d'immense hachoir où il est difficile de survivre, sauf pour 3 fois morte qui évite de mourir 3 fois. Elle passe aussi dans un lieu où on essaye de taper, enfin de complètement détruire les chairs qui restent. Elle se retrouve dans une immense marmite, mais elle survit 3 fois, et surtout, petit à petit, elle va trouver le moyen de faire en sorte que ce monde d'ogres s'humanise. S'universalise peut-être pas tout à fait, mais vous avez chez cette 3 fois morte un certain talent culinaire. Elle va réussir à s'imposer auprès notamment d'un cuisinier ogre. Elle va partir à l'aventure face à un kraken dont les œufs, paraît-il, sont succulents. Bref, c'est une histoire assez folle et pleine d'horreur dans les personnages grotesques des ogres, comme ce cuisinier orgue qui est vêtu d'un manteau de poulet vivant. Bref, tout ça est assez terrible, mais en même temps, cette petite jeune fille va réussir à tirer peut-être son épingle du jeu. Et oui, c'est une très jolie histoire que celle-ci. Arrive le Minotaure, qui est une sorte d'ogre aussi et qui n'est jamais satisfait. 2 cuisiniers vont se battre pour pouvoir enfin faire en sorte que le Minotaure soit satisfait de la nourriture, et c'est évidemment grâce à 3 fois morte qu'il va y parvenir. Et puis, bon, donc on est face à un conte assez horrifique, mais aussi qui se termine bien, et qui m'a beaucoup plu, que cette histoire de La cuisine des ogres de Fabien Wellman et Jean-Baptiste Andréae, donc 3 fois morte. 3 fois morte. Voilà un surnom assez intéressant. Et continuons. La question de la nourriture, la question du corps est évidemment une question toujours essentielle. Et dans la question du corps, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle La fabrique du muscle de Guillaume Vallet, qui s'intéresse aux muscles, à la musculation et aux sports qui permettent cette musculation à travers des outils de l'économie, de la sociologie. Lui-même, Guillaume Vallet, est maître de conférences en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, et ses travaux portent sur l'histoire de la pensée économique, la monnaie, le genre et le corps. Et donc, il évoque le monde des salles de fitness, etc., un monde qu'il fréquente lui-même d'ailleurs, et dont il décrit non seulement l'économie, mais aussi justement le corps comme étant quelque chose qui peut-être, je dis bien, et si c'est le cas, à force de travail extrêmement exigeant, qui parvient peut-être à échapper aux
ou déterminisme économique, puisque le corps, si on le considère comme une ressource économique, c'est une ressource très particulière parce que je suis moi-même la ressource économique que je cherche à faire fructifier. Et il part de cette idée d'offre de corps. Nous vivons dans un monde d'offres et de demandes et les corps sont justement une offre et une demande aussi. Notre rapport au corps, écrit-il, dépend aussi de ce qu'il est possible et souhaitable de faire de lui dans une société donnée. La loi, les règles de comportement en société, les médias et la socialisation qui se transmet par la famille influencent notre rapport au corps. La culture du sport s'apprend très jeune et est un important marqueur d'inégalité entre les familles. Dans le même ordre d'idées, l'école est un lieu où la pratique du sport inscrite dans les programmes scolaires est obligatoire. Il existe cependant là aussi de grandes disparités selon les établissements. C'est pourquoi le corps, en apparence libre, est inséré dans un ensemble de contraintes et d'obligations. L'individu renvoyé à son propre corps s'inscrit dans une relation dialectique aux autres. D'un côté, il peut s'éloigner d'autrui, piégé par une vision narcissique de son rapport au corps. De l'autre, il peut au contraire agir en fonction des autres de manière excessive. En effet, alors que le corps est parvenu au fil des siècles à se libérer de carcans qui l'enfermaient dans une dimension passive, voire pécheresse, le corps apparemment libéré d'aujourd'hui n'existe pour certains que s'ils réussissent à le conformer à des normes sociales. C'est cette inscription dans des normes qui leur fait espérer une intégration sociale réussie. Donc on voit l'importance sociale du corps, et pour certains, peut-être même le fait que ce soit la seule ressource. Mon corps, je peux le façonner moi-même. Tous les autres aspects de ma vie ne sont pas forcément dépendants de moi. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de fabrique du corps. Et ensuite, il va décrire de manière assez précise le monde des salles de fitness, le lien avec la culture de ce qu'il appelle l'hypermodernité, et puis le rapport aux normes. Alors, j'en suis encore au début du livre, donc je ne vais pas m'appesantir longtemps sur cette réflexion-là, assez intéressante. Et donc, je vous en reparlerai bientôt. Et il me reste un dernier livre à évoquer, La Pléiade Gérard de Nerval. Alors, j'en suis maintenant dans le deuxième volume que je viens de commencer. Le deuxième volume est occupé en grande partie par le voyage en Orient de Gérard de Nerval. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je viens de lire, c'est que précisément, ce voyage en Orient, il commence par traverser le pays d'où je parle, c'est-à-dire la Suisse. Puisque si je prends le début, vers l'Orient, route de Genève. Puis, ça c'est le premier chapitre de l'introduction. Puis ensuite, il y a une histoire d'attaché d'ambassade qui se trouve noyé dans une voiture à porteur dans une rivière en Savoie, un truc assez rocambolesque. Puis les paysages suisses, il traverse Genève, il observe les femmes de Genève, puis Lausanne, puis Berne, puis Zurich. Et il arrive vers le lac de Constance. Constance le déçoit un peu, et puis petit à petit, il va quitter la Suisse pour l'Autriche, l'Allemagne, la Bavière, etc. Et donc, on entre dans une épopée, ou en tout cas un voyage, qui d'ailleurs, je crois, n'est pas le même voyage que celui où il part en Orient, mais en même temps, il va déjà vers l'Orient. C'est déjà un Orient que la Suisse. C'est déjà exotique. Alors évidemment, là aussi, on pourra se questionner sur la notion d'universel dans ce livre-là. Mais je me questionnerai là-dessus plus tard. Là, je vais clore le journal de la semaine en vous remontrant la pile. La semaine prochaine, la pile sera sans doute plus courte parce que j'ai quand même 3 gros livres là.
que je vais continuer. Alors je ne sais pas s'il y aura quelque chose de nouveau qui s'intercalera, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant je vous dis bonne semaine et à bientôt.